Alors, qu'est-ce que le plancton? Alors le plancton, il y a une définition très simple, ce sont tous les organismes qui flottent dans le courant, tout simplement, que ce soit en milieu marin ou en milieu d'eau douce, donc tous les organismes. Donc ça comprend soit des trucs très simples comme les bactéries et les virus, mais aussi des organismes, des algues unicellulaires, des protistes et des tout petits animaux. Ça peut être aussi des œufs de poissons, ils font partie du plancton. À un moment donné dans leur vie, ils font partie du plancton, puis quand ils deviennent des poissons, ils ne sont plus du plancton. D'accord. Et pourquoi étudier le plancton alors? Alors le plancton, il y a plein d'intérêts. C'est-à-dire que d'abord c'est un des organismes très importants. D'abord la vie est née dans les océans et les premiers organismes vivants étaient du plancton. Donc ça, du coup, les scientifiques sont intéressés à comprendre l'histoire de la vie, de l'apparition de la vie, comment elle s'est complexifiée pour arriver jusqu'à nous. Et donc les réponses des premières étapes de la vie, elles sont dans le plancton. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, le plancton, il produit de l'oxygène, en tout cas pour les végétaux, ils produisent de l'oxygène, ils produisent même la moitié de l'oxygène qu'on a dans notre atmosphère, donc ils sont importants pour nous, ils nous rendent un service inestimable en fait. Ils captent aussi du CO2, donc ils captent le CO2 que nous, par exemple, on a mis dans l'atmosphère, ils le captent et ils le restockent dans les océans, et donc ça c'est important. Le plancton, il est responsable du pétrole. Le pétrole, c'est du plancton qui s'est accumulé, qui est mort et qui s'est accumulé au fond des océans. Donc du coup, comprendre les premières étapes et comment s'est fabriqué ce pétrole, c'est intéressant et important. D'accord. Et comment ils sont fragilisés ces micro-organismes? Alors le plancton lui-même, on ne peut pas dire qu'il soit fragilisé. En tout cas, il n'y a pas de signe pour l'instant de la fragilisation du plancton. On sait qu'il est dépendant de la température et que la température, c'est le plus gros, c'est le paramètre qui a le plus d'impact sur le plancton. Mais pour l'instant, on n'a pas vu des transformations avec l'augmentation de la température des océans. Donc pour l'instant, le plancton, il y en a depuis 3 milliards d'années. Il a traversé des périodes beaucoup plus chaudes de la vie de la planète, des périodes beaucoup plus froides. Et il a toujours survécu et toujours continué. Donc pour l'instant, il n'y a pas de danger et pas de fragilisation évidente du plancton. D'accord. Mais pourquoi l'Arctique est-il un symbole dans la lutte contre le changement climatique? Alors si le plancton ne donne pas l'impression d'en être victime. Oui, alors c'est parce que c'est deux choses différentes. Enfin, l'Arctique, c'est plus qu'un symbole. C'est-à-dire qu'en Arctique se passent des changements climatiques beaucoup plus importants. Très très important et beaucoup plus rapide que n'importe où sur la planète. C'est-à-dire que la fonte de la banquise, c'est une réalité. C'est-à-dire que la banquise, elle a perdu plus de 75% de son volume en presque 30 ans. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et la surface est en train de diminuer d'année en année. Donc ça, c'est pas qu'un symbole en fait. C'est juste que le changement du climat, il est ultra visible en Arctique. Et pourtant, il y a du plancton tout autour de l'Arctique. Oui, dans certaines conditions, il y a du plancton tout autour de l'Arctique. Parce que tant qu'il y a de la banquise et que la banquise se fractionne, se casse et se remet à geler, le plancton trouve le milieu qui lui est nécessaire. Si un jour il n'y avait plus du tout de banquise, ce phénomène n'existerait plus et le plancton vivrait différemment. En tout cas, ça serait un changement majeur pour le plancton dans ces zones-là. D'accord. Comment nous, on peut contribuer à la préservation de l'Arctique et contrer le réchauffement climatique? Alors c'est une vraie question compliquée et simple à la fois. C'est-à-dire que, pour la dire simplement, il faut réfléchir à comment, dans votre mode de vie, tout ce qui est consommateur d'énergie. Il y a plein de choses qui sont consommateurs d'énergie. Racheter trop de fringues, il faut de l'énergie pour les fabriquer. Donc plus on garde des choses, plus on prend des choses durables, et moins on consomme de choses, mieux c'est. Un autre exemple qui vous touche vous, c'est un portable. À chaque fois qu'on fait une requête, qu'on fait une demande, qu'on fait une recherche sur Internet ou par un téléphone, on met en jeu plusieurs ordinateurs, une chaîne d'ordinateurs qui vont s'allumer, qui vont consommer de l'énergie. Donc ça veut dire que si on restreint sensiblement les requêtes qu'on a, on préserve aussi, on utilise moins d'énergie. Et après, il y a tout ce qui est à la maison domestique, qui est utiliser moins d'eau chaude, chauffer moins, utiliser des transports qui soient non polluants et non utilisateurs d'énergie. Donc les vélos, les pieds, c'est très bien.
Donc voilà, et les transports en commun. Donc essayer au maximum de diminuer, l'énergie qu'on utilise. Et après, c'est aussi faire prendre conscience aux autres de cette question-là. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne s'en soucient pas, qui n'ont pas conscience de ça. Et donc, il faut encore battre leur appel et essayer de dire aux gens, attention, c'est un vrai problème. D'accord. Alors, vous qui êtes marin à Tara Expédition, est-ce que vous savez comment on peut devenir justement marin pour Tara Expédition ou scientifique? Alors, c'est deux voies totalement différentes. Pour être marin, il y a des filières. Il y a des filières simples où on a des stages et on augmente ses capacités petit à petit. Donc c'est capitaine 500, capitaine 200, des choses pour être équipier, c'est des stages de quelques semaines. Et puis bien sûr, si on a fait de la pratique de la voile avant, ou des choses comme ça, ça aide à apprendre tous ces trucs-là. Et sinon, il y a une voie pour être dans la marine marchande. Et dans la marine marchande, c'est quasiment un diplôme d'ingénieur. Et à ce moment-là, à la fin, on peut piloter des cargos. Donc sur Tara, il y a des gens qui sont capables de piloter des cargos. Le capitaine est capable de naviguer avec un cargo. Donc ça, c'est pour la partie marin. Pour la partie science, c'est différent aussi, c'est plus complexe. Il y a deux grandes familles. C'est-à-dire qu'il y a les physiciens qui étudient l'océanographie, donc les courants, etc. Et l'autre partie, c'est les biologistes. Et donc dans les biologistes, il y a plein de spécialités. Et on peut être technicien, ingénieur biologiste ou chercheur. Donc les chercheurs sont des gens qui ont fait des thèses, qui ont fait des post-doctorats, etc. Donc on fait des études très longues. Alors que si on s'arrête à ingénieur, on peut être ingénieur sur les instruments scientifiques et on peut très bien être amené sur un bateau comme Tara. Donc, grosso modo, pour dire rapidement, c'est les familles qui aiment. D'accord, merci beaucoup, c'était tout. Merci. Ok, merci à vous.